Une jeune femme est assassinée. Tout accuse un voyeur du quartier. Elle n'était pas tranquille, elle ne se sentait pas en sécurité. Comment une chose pareille avait-elle pu lui arriver? Malgré quelques pistes, impossible de trouver le coupable. On était sur le coup, mais on n'avait aucune piste sérieuse à ce moment-là. Jusqu'à ce qu'un indice capital mène la police sur la piste d'un possible tueur en série. Il n'en avait pas fini avec tout ça. Il aurait sûrement tué à nouveau. Une étudiante disparaît. La police pense qu'elle a été assassinée. Un message codé tendancieux fournit un indice. C'était un code pour dire sexe. Chez Nanigan, ça veut dire sexe. Je sentais qu'il lui était arrivé quelque chose. Le petit ami de la victime a un passé trouble. Et ils s'étaient fréquentés et il avait été condamné pour agression sexuelle. Des traces de sang sont découvertes, mais le corps de la jeune fille reste introuvable, ce qui ne fait qu'épaissir le mystère. Bonjour, soyez les bienvenus sur ce plateau pour deux nouvelles affaires des enquêtes impossibles. Hommes et femmes s'attirent mutuellement à travers une grille de référence complexe, enfouie au plus profond de leur psyché. Freud a sans doute été le premier à conceptualiser ce phénomène. Selon lui, les rencontres sont davantage l'émergence d'archétypes inconscients que de véritables découvertes de l'autre. Et Marcel Proust, en écrivant qu'on imagine d'abord et qu'on rencontre ensuite, ne dit pas autre chose. La rencontre amoureuse se construit sur des fondations du régressif, de l'affect, de l'ambivalent. C'est l'emboîtement de deux névroses complémentaires, confirme Jean-Georges Lemaire, l'un des premiers psychothérapeutes à s'être intéressé au couple en échec. Néanmoins, cette apparente fragilité est surmontable dans le désir et la confiance partagée. Mais qu'en est-il lorsqu'une femme alimente les fantasmes d'un inconnu qui renonce pour sa part à toute approche de séduction? La prédation se substitue aux pratiques sociales. Devenue objet de désir dépersonnalisé, la femme est alors exposée à tous les dangers. L'histoire que je vais vous raconter maintenant illustre ce propos de la manière la plus brutale. Stephanie Bennett vient tout juste de décrocher son diplôme à la fac de Roanoke et elle a toute la vie devant elle. Titulaire d'un diplôme en finance, elle décroche son premier emploi et va enfin gagner sa vie. Elle entrait de plein pied dans la vie active. Une nouvelle vie commençait pour elle. C'était une jeune femme au potentiel énorme et elle avait hâte de mener sa propre vie. Mais un matin, après presque un an de bons et loyaux services, Stephanie ne se présente pas à son travail. C'était une jeune femme très responsable. Elle n'était jamais en retard à son travail. Et ce jour-là, impossible de la joindre. Du coup, tout le monde était très inquiet. Ses parents demandent alors au concierge de passer chez elle pour voir si tout va bien. Le corps sans vie de Stephanie est retrouvé au milieu de sa chambre à coucher. Elle avait une marque sombre bien nette autour du cou, de toute évidence une marque de strangulation. Je ne lui connaissais absolument aucun ennemi sur cette terre. J'étais vraiment sous le choc. Comment une chose pareille avait-elle pu lui arriver? Pourquoi elle? Pourquoi Stephanie? Ça n'avait vraiment aucun sens. L'appartement de Stephanie se trouve au rez-de-chaussée et il n'y a pas eu effraction. Mais le meurtrier a dû passer par la fenêtre de la chambre pour s'introduire chez elle. On avait enlevé la moustiquaire de la fenêtre, ce qui laissait penser que l'assassin était passé par là pour entrer. Rien n'a été volé, mais la police retrouve certains objets comme un téléphone, un verre et un paquet de mouchoirs dans le dressing room de la deuxième chambre. On avait l'impression que quelqu'un s'était caché à l'intérieur en attendant sa victime. Malheureusement, l'assassin portait apparemment des gants. Les techniciens n'avaient relevé aucune empreinte dans l'appartement, si ce n'est celle de sa propriétaire. Dehors, dans les buissons, les enquêteurs trouvent des objets qui pourraient avoir un rapport avec le meurtre. Il y avait 6 strings éparpillés dans les buissons, ce qui laissait à penser qu'il pouvait s'agir d'un crime sexuel. Mais ces strings n'appartiennent pas à Stephanie. D'après le médecin légiste, Stephanie a été tuée aux alentours de minuit.
Les enquêteurs apprennent qu'elle était au téléphone avec son petit ami Walter Robinson vers 20 h. Ce dernier était à 4 heures de route de chez Stephanie au moment des faits. Et plusieurs témoins peuvent le confirmer. Les enquêteurs l'oreillent donc de la liste des suspects. Stéphanie n'avait pas le profil d'une victime potentielle. Elle n'avait pas du tout ce qu'on appelle un comportement à risque. C'était une jeune femme bien sous tout rapport et de très bonne famille. La police retrouve alors un email envoyé par Stéphanie plusieurs semaines avant sa mort. Elle avait écrit à ma sœur qu'elle avait peur. Mais à moi, elle ne m'avait rien dit. Stéphanie avait peur parce qu'un rôdeur avait été aperçu aux alentours de son immeuble. La présence d'un voyeur avait été signalée dans le quartier et lorsqu'elle l'a appris, le voyeur avait apparemment déjà regardé par sa fenêtre, selon les dires d'un témoin. Le voyeur est donc désormais le principal suspect dans cette affaire. Stéphanie se fichait de ce que pensaient les autres. Elle vivait sa vie comme elle l'entendait. C'était une amie sur qui on pouvait compter, quelqu'un de vraiment bien. Le meurtre de la jeune Stephanie Bennett, 23 ans, est un véritable casse-tête pour la police. Impossible d'établir un lien entre la victime et son agresseur. Ça fait 13 ans que je couvre des histoires de meurtre. Et ça doit être la première fois qu'une telle affaire suscite autant d'inquiétude et de crainte dans un quartier comme celui-ci. Tous les jours, en arrivant au bureau, je vois la photo de Stéphanie. Une photo d'elle tout sourire, heureuse d'être avec ses amis. Elle était loin de s'imaginer qu'elle serait assassinée par un être aussi démoniaque. Au cours de l'autopsie, le légiste relève des traces d'agression sexuelle et parvient à extraire l'ADN de l'auteur des faits. L'échantillon est immédiatement comparé à ceux des criminels répertoriés dans le fichier national. Malheureusement, la police ne trouve aucune correspondance. Il y avait très peu d'indices sur les lieux, comme si l'assassin avait pris le soin de récupérer tout ce qu'il avait pu laisser derrière lui. Les experts comparent alors l'ADN relevé sur les lieux avec celui de tous les hommes ayant pu être en contact avec Stéphanie, soit plus de 250 personnes. Mais là encore, aucun résultat. Les enquêteurs chargés de l'affaire interrogent des dizaines de personnes dans le quartier. Et presque toutes leur disent la même chose. Un homme mince, aux cheveux longs et portant un sweatshirt a été vu rôdant autour de l'appartement de Stephanie Bennett. Un voisin de la jeune femme l'a même vu regarder par sa fenêtre. Un dessinateur de la police établit son portrait robot. Il est aussitôt publié dans la presse et diffusé à la télévision. En dépit de la ressemblance forcément aléatoire que peuvent avoir les portraits robots par rapport aux personnes réelles, ils sont entrés depuis plus d'un demi-siècle dans la panoplie des outils fréquemment utilisés par la police judiciaire. Ainsi, en 1995, à Oklahoma City, des centaines d'enquêteurs du FBI cherchent activement les auteurs de l'attentat qui a détruit un immeuble fédéral, causant la mort de 168 personnes, faisant 680 blessés et générant 652 millions de dollars de dégâts. À partir de 28 000 témoignages, un artiste judiciaire dresse le portrait robot d'un homme de race blanche d'une trentaine d'années. Le propriétaire d'un hôtel reconnaît immédiatement Timothy McVeigh. Il est arrêté avec ses complices du mouvement des miliciens, un groupuscule néo-fasciste. On retrouve le van qui leur a servi à commettre l'attentat. Il contient des preuves médico-légales qui permettent de faire condamner les 4 terroristes à la peine de mort. On a été inondé de coups de téléphone. C'était une affaire hyper médiatisée à l'époque. Ça nous a donné pas mal de pistes. Parmi toutes ces pistes, une seule va mener les enquêteurs vers un suspect potentiel. Il s'agit d'un délinquant sexuel connu des services de police qui vit dans le quartier. On a réussi à mettre la main sur le suspect pour lui prélever son ADN. À ce moment-là, on avait bon espoir de tenir le coupable. Très bon espoir. Mais on a reçu un coup de fil du FBI, le State Bureau of Investigation. Pas de correspondance. Ça a été la douche froide. Les enquêteurs n'ont désormais plus rien à perdre. Ils réinterrogent tous les voisins de Stéphanie qui ont déclaré avoir aperçu le voyeur rôder autour de son appartement.
Mais cette fois, l'un des témoins leur donne un nouvel élément. Selon l'un des témoins, le voyeur était accompagné d'un chien, un gros Rottweiler, et il l'avait vu le promener entre la résidence Bridgeport et celle de Dominion. Stephanie Bennett habitait justement dans la résidence Bridgeport. Du coup, on a concentré nos recherches sur le périmètre entre ces deux résidences. Les concierges se souviennent justement d'un locataire avec un gros chien noir, mais qui depuis a déménagé. Ils nous ont dit texto, on voit très bien de qui vous voulez parler. Il s'appelle Drew Planten et il est très bizarre. Drew Planten, 35 ans, n'a pas de casier judiciaire. Il est célibataire et travaille au département de l'agriculture de Caroline du Nord. C'était quelqu'un de très solitaire. Au fur et à mesure qu'on interrogeait ceux qui l'avaient connu, on s'apercevait qu'il avait vraiment très peu d'amis. La police se rend sur son lieu de travail pour interroger Planten, mais celui-ci nie avoir jamais entendu parler de Stephanie Bennett. Presque tout le monde avait entendu parler de cette affaire dans un rayon de 80 km. Planten refuse de suivre les enquêteurs. Il lui propose donc de lui rendre visite à son appartement le lendemain. On lui a dit qu'on viendrait le voir à 17 h. Et là, il s'est mis à trembler de tous ses membres, comme s'il était mort de froid. Ça a été tellement soudain qu'on a vraiment pensé qu'il avait un problème. Mais il nous a dit que tout allait bien. Lors de l'interrogatoire, Planten nie catégoriquement toute implication dans le meurtre de Stephanie Bennett, mais refuse tout prélèvement ADN. On s'était toujours dit que le premier à refuser de donner son ADN serait notre homme. Mais la police n'a aucune preuve contre Planten, et il ne ressemble pas du tout au portrait robot du voyeur. Les enquêteurs ne peuvent donc pas demander une commission rogatoire pour l'obliger à faire un prélèvement ADN. Une fois de plus, c'est l'impasse. Les enquêteurs n'ont aucun moyen légal de contraindre Drew Planten à leur donner son ADN pour le comparer à celui du tueur. C'est alors que l'un des experts scientifiques leur soumet une idée. Je leur ai dit de trouver un moyen de récupérer son ADN sur des choses qu'il aurait pu toucher ou utiliser, comme un mégot de cigarette, sa brosse à dents ou un vêtement. En gros, quelque chose qui lui appartenait. Mais la tâche ne va pas être facile. Planten semble avoir repéré le dispositif de surveillance mis en place par la police. On surveillait Drew Planten depuis une semaine, que ce soit à son travail ou à son domicile. Mais malgré le dispositif, on n'avait toujours pas réussi à récolter son ADN depuis une semaine. Un soir, les enquêteurs le suivent même au restaurant. Mais là encore, Planten a une longueur d'avance. Il n'a mangé que des amuse-gueules. Et même quand il a décidé d'aller aux toilettes, il a pris soin de retirer la paille de son verre et de la mettre dans sa poche pour nous empêcher de la prendre. Et il a acheté ses serviettes dans la cuvette. En dessert, Planten commande un pudding à la banane qu'il mange avec sa fourchette. Finalement, il a quand même pris 2 bouchées de pudding à la banane avec sa fourchette. Une fois qu'il a eu terminé, il a essuyé la fourchette avec une serviette. Et 5 minutes après, il est parti en laissant la fourchette sur la table. Les 2 hommes qui le surveillaient l'ont récupéré. C'est Mark Baudet qui se charge de procéder au test ADN. J'ai pu déterminer 2 profils ADN, l'un parfaitement exploitable et l'autre beaucoup moins. Apparemment, la fourchette n'a pas été bien lavée. Le premier profil est de type féminin non identifié. Le deuxième, en revanche, est celui d'un homme. Baudet s'empresse de le comparer à celui prélevé lors de l'examen gynécologique de Stephanie. Le profil incomplet était très proche de celui qu'on avait pu établir à partir des prélèvements vaginaux sur Stephanie Bennett. Malheureusement, le profil est trop incomplet pour être recevable par un tribunal. On avait une correspondance partielle qui laissait à penser qu'on était sur la bonne voie. Il nous fallait juste un échantillon ADN de Planten de meilleure qualité. Comme Planten est fonctionnaire, la police obtient facilement une commission rogatoire pour fouiller son lieu de travail. Mark Baudet fait entre autres des prélèvements sur son clavier d'ordinateur et sa radio. Ensuite, il compare l'ADN des cellules cutanées recueillies à celui retrouvé sur Stephanie Bennett. Le profil ADN qu'on a obtenu
correspondait parfaitement à celui de l'échantillon de sperme recueilli lors des prélèvements vaginaux de Stephanie Bennett. S'adossant aux recherches médicales, notamment dans les domaines du cancer, du sida et des maladies orphelines, les biologistes de la police scientifique ont accompli des prouesses durant ces 15 dernières années. Ils sont aujourd'hui capables de réaliser une identification ADN à partir de quelques cellules seulement. 1992 a marqué une étape importante dans ce domaine. Cette année-là, le juge Giovanni Falcone est assassiné en Sicile en compagnie de sa femme et de son chauffeur sur l'autoroute qui relie l'aéroport à Palerme. Un engin explosif placé sous la chaussée a été commandé à distance. Des experts italiens aidés par des agents du FBI ratissent les abords de l'autoroute. Ils trouvent un sac en papier et des mégots de cigarettes. Des biologistes prélèvent des traces de salive qui ont humecté les mégots et obtiennent la carte génétique de l'un des fumeurs. 1 an et demi après le drame, un mafioso est arrêté sur dénonciation. Son empreinte ADN est comparée à celle recueillie sur les bouts de cigarettes. Elles sont identiques. Le gangster avoue sa participation à l'attentat et livre à la police les noms des commanditaires et des autres exécutants. C'était la première fois que la police scientifique obtenait un tel résultat à partir d'une minuscule goutte de salive. Dans notre affaire, nous avons vu que l'ADN prélevé sur le clavier de l'ordinateur de Drew Planten correspond à celui recueilli sur le corps de Stephanie Bennett. Les enquêteurs sont maintenant persuadés que cet ADN va leur permettre de prouver que Planten se trouvait bien chez la victime au moment du meurtre. Sur la base de leurs indices, ils pensent que l'assassin s'est introduit chez Stephanie Bennett par la fenêtre de la chambre et qu'il l'a attendue, cachée dans le placard. Toujours selon eux, Stephanie a appelé son petit ami en rentrant chez elle entre 20h et 21h. Je te rappelle demain matin, d'accord? Ok, tiens-moi au courant. Bisous. Le voyeur a certainement dû l'observer pendant un moment depuis la deuxième chambre, sans que la jeune femme ne se doute de quoi que ce soit. Et c'est seulement lorsque Stephanie s'est mise au lit qu'il l'a agressée. Son autopsie révèle qu'elle a été avant d'être étranglée par son agresseur. Mais celui-ci a laissé derrière lui des traces ADN qui seront déterminantes pour la suite de l'enquête. Quand j'ai enfin pu appeler M. Bennett pour lui annoncer l'arrestation de Drew Planten, je crois que ça a été le plus beau jour de ma carrière. En fouillant le domicile de Planten, la police retrouve des films pornographiques, des manuels de technique de crochetage et des couteaux. Ils tombent également sur un indice très inquiétant qui laisse à penser que Planten n'en était pas à son coup d'essai avec Stephanie Bennett. En procédant à la fouille du domicile de Drew Planten, la police découvre plusieurs lettres adressées à une certaine Rebecca Huseman à Lansing, dans le Michigan. Le cachet de la poste indique que les lettres remontent à 6 ans. Après s'être renseigné sur elle, la police découvre que Rebecca Huseman a justement été assassinée 6 ans auparavant et que le meurtrier n'a jamais été retrouvé.
Autre coïncidence frappante, Drew Planten était justement étudiant à l'Université du Michigan à l'époque des faits, et la faculté ne se trouve qu'à quelques kilomètres de Lansing. À l'époque, Rebecca Huseman est danseuse dans un club de striptease. Ce travail ne lui plaît pas vraiment, mais elle a désespérément besoin d'argent. C'était une jeune femme superbe et elle voulait tout simplement arrondir ses fins de mois pour pouvoir se marier avec son fiancé de l'époque. Les parents de Rebecca s'inquiètent beaucoup du choix de leur fille. Ils ont peur pour elle. C'était une fille de la campagne qui avait décidé de tenter sa chance en ville, à Lansing. Et pour se faire un peu d'argent, elle avait décidé de travailler dans un club de striptease. Ça ne leur plaisait pas du tout, mais ils l'adoraient. Une nuit d'octobre 1999, Rebecca se fait raccompagner à sa voiture par un videur après son travail et rentre chez elle. À demain, rentre bien. Merci. Sur le trajet, elle aurait peut-être été interpellée par un client du club qui lui aurait fait des avances. Au final, on lui tirera dans la tête à bout portant avec un revolver de calibre 45. Le mobile n'est clairement pas le vol. Tout est parfaitement intact dans la voiture et le sac à main de Rebecca est toujours là. On ne pensait pas que le mobile était le vol. D'après mon expérience dans ce genre d'affaires, j'aurais plutôt dit que c'était personnel. C'est souvent le cas quand on tire une seule fois sur quelqu'un au visage. Comme seule preuve, la police retrouve une douille de calibre 45 près de la voiture de la victime. On n'avait pas grand-chose pour avancer. Aucune empreinte, de traces de pneus ou de pas. Rien du tout. Tous les collègues de Rebecca sont unanimes. Elle mettait un point d'honneur à ne jamais sortir avec les clients du club. Une fois qu'elle quittait son travail, elle ne voulait plus rien avoir à faire avec ce milieu. Elle était là pour danser, un point c'est tout. Elle ne fréquentait personne en dehors. Elle ne revoyait aucun client une fois son travail terminé. Malgré des dizaines d'interrogatoires, la police n'a pas le moindre suspect. On avait concentré nos recherches sur ce club. Que ce soit un client ou non, on a visionné toutes les bandes de vidéosurveillance. Mais on n'a pas trouvé la moindre trace d'une altercation éventuelle avec qui que ce soit. Drew Planten est-il l'auteur des deux meurtres? A-t-il assassiné Rebecca Huseman 6 ans avant d'agresser Stephanie Bennett? Les lettres de Rebecca retrouvées chez lui alimentent cette hypothèse, même si elles ne constituent pas de preuves matérielles. Quoi qu'il en soit, les policiers transmettent aussitôt cette information à leurs collègues de Lansing, la petite ville du Michigan, où a été retrouvé le corps de Rebecca. Je leur ai dit, si vous retrouvez 2 calibres 45, surtout prévenez-moi. Et là, ils m'ont répondu, on n'en a pas un, on en a 2. Mettez-les au chaud, je leur ai dit. La police procède immédiatement à des tirs de comparaison avec les deux armes. Les experts en balistique s'intéressent tout particulièrement aux stries sur les douilles. Généralement, le percuteur laisse des petites imperfections sur le culot de la cartouche au moment du tir. Ces stries sont propres à chaque percuteur et donc à chaque arme à feu. Lorsque les experts comparent la douille retrouvée sur la scène de crime avec celle de l'arme à feu de Drew Planten, le résultat est sans appel. On avait des marques linéaires particulièrement nettes, des marques linéaires parallèles qu'on retrouvait sur pratiquement tous les culots de douille des tirs de test, ainsi que sur la balle de référence retrouvée sur la scène de crime dans le Michigan. Les stries de la balle de référence sont également comparées à celles de la balle qui a tué Rebecca. Là encore, tout correspond. Pour moi, cette balle ne pouvait provenir que de cette arme. À ce moment-là, Planten a déjà été placé en détention préventive en Caroline du Nord. Et ça ne se passe pas très bien. Lors de son audience préliminaire, il refuse de marcher et on est obligé de le transporter sur un fauteuil roulant. Lorsqu'on l'a transporté au tribunal pour sa première comparution, il a gardé les yeux fermés. Je pense vraiment que dans son monde à lui, s'il ne regardait pas les choses, c'était peut-être qu'elles ne s'étaient jamais produites. Malheureusement, de nombreuses questions resteront sans réponse dans ces deux affaires. Juste avant l'ouverture de son procès, Drew Planten se dans sa cellule en s'étouffant dans un sac plastique. J'étais vraiment déçu qu'on n'ait pas pu avoir de procès, qu'on ne puisse pas s'asseoir dans un tribunal et entendre le jury rendre son verdict en disant « Vous êtes reconnu coupable de meurtre avec préméditation sur la personne de Vanessa Bennett ».
Et vous avez renoncé à votre droit à la vie en commettant ce crime. Je n'ai jamais compris pourquoi il avait choisi Stephanie. Pourquoi elle? Pour quelle raison? J'aurais juste voulu savoir pourquoi. Drew Planten était un prédateur. On a retrouvé des indices dans son appartement qui laissaient à penser qu'il avait l'intention de s'en prendre à d'autres femmes. De toute évidence, le ministère public avait suffisamment de preuves médico-légales et scientifiques pour obtenir une condamnation. Mais le plus important, c'est que ces preuves ont permis de mettre ce prédateur hors d'état de nuire. En fouillant son appartement après son identification, on s'est rendu compte qu'il surveillait une femme depuis quelque temps. Ça fait froid dans le dos. Si on n'avait pas résolu cette affaire, elle serait probablement morte à l'heure qu'il est. Les sciences légales ont joué un rôle capital dans cette affaire. Sans cette science, sans la balistique qui nous ont permis petit à petit d'assembler les pièces du puzzle, l'affaire Rebecca Huseman n'aurait sans doute jamais été résolue, j'en suis persuadée. Les sciences légales ont eu un rôle déterminant dans cette affaire. Comme quoi, il n'y a rien de tel que de bonnes vieilles méthodes d'investigation alliées à la science moderne. Drew Planten, le meurtrier de Stephanie Bennett et l'assassin présumé de Rebecca Huseman, s'est dans sa cellule. Même si cette mort volontaire ressemble à un aveu, Planten a ainsi échappé à sa comparution devant un grand jury. Et il n'a pas eu à répondre de ses actes. Cette affaire en rappelle une autre qui s'est déroulée en France il y a quelques années. Un homme soupçonné du meurtre d'une mère de 5 enfants était en détention préventive depuis 3 ans à la maison d'arrêt de Nantes. À 3 semaines de l'ouverture de son procès, il avait choisi de se avec des draps dans sa cellule. L'un des avocats de la partie civile, qui représentait les 5 enfants de la victime, avait alors estimé que ceux-ci, avant de comparaître, ajoutaient à sa faute, car c'était une façon d'empêcher les enfants de faire leur deuil. Drew Planten a-t-il redouté de se confronter aux parents des victimes, ou a-t-il anticipé sa probable condamnation à mort? Nous ne le saurons jamais. Quant à savoir si son choix est indigne ou excusable, il ne nous appartient pas d'en juger. Pour conclure, je préfère citer Edmund Burke, qui disait que « où commence le mystère, finit la justice ». Il est troublant de penser que jusqu'à la fin du XIXe siècle, la plupart des criminels parvenaient à échapper à la justice, jusqu'à ce que les policiers et médecins légistes commencent à réfléchir à une démarche scientifique pour prélever des indices irréfutables capables de confondre les meurtriers. Aujourd'hui, un tueur en série, tel que Jack l'Éventreur, n'aurait sans doute aucune chance de passer à travers les mailles des limiers de Scotland Yard. De nombreux étudiants de l'Université du Nebraska travaillent pendant l'année pour payer leurs études. Jessica O'Grady, 19 ans, travaille comme serveuse dans un restaurant. Elle veut devenir institutrice. Elle avait commencé par faire des études en sciences sociales. En même temps, elle travaillait dans une crèche. Au fur et à mesure, elle s'est rendue compte qu'elle aimait les enfants et elle a décidé de devenir institutrice. Pour fêter la fin de l'année et les vacances qui approchent, Jessica a invité ses amis chez elle. Jessica était avec ses amies ce soir-là. Elles ont commandé une pizza et elles ont regardé des films. À un moment, elle a reçu un texto et là, elle a dit qu'elle devait aller chez Chris. Je vais passer voir Chris. Ah bon? Tu vas aller chez lui? Je lui ai dit, tu vas voir Chris? Elle est partie dans la salle de bain prendre une douche. Elle s'est préparée et elle est partie. Tout le monde pense qu'il s'agit de Chris Edwards, un jeune étudiant qui travaille dans le même restaurant que Jessica. On était au restaurant et elle me l'a montré discrètement du doigt pour que personne ne la voie. Et là, j'ai vu qu'il la regardait aussi. Elle était toute émoustillée. Jessica quitte son appartement vers 23h30. On ne la reverra plus jamais. 2 jours plus tard, elle n'est toujours pas rentrée et elle ne répond pas au téléphone. Ses proches s'inquiètent et préviennent la police.
Quand on nous signale une disparition, dans 98% des cas, on retrouve la trace de la personne dans les 24-48 heures. On arrive à la localiser. Mais cette fois, ce n'est pas le cas. La police retrouve la voiture de Jessica abandonnée près du restaurant où elle travaillait. Sa famille comprend tout de suite qu'il s'est passé quelque chose de grave. Elle était très soigneuse avec sa voiture. Elle la gardait toujours impeccable. J'étais inquiète. Je me suis dit, ce n'est pas son genre. Je refusais d'admettre que quelque chose n'allait pas. Je préférais ne pas penser au pire. Mais au fond de moi, je pense que je savais qu'il lui était arrivé quelque chose. Chris Edwards n'a pas vu Jessica de la soirée. Il prétend qu'il était au cinéma avec des amis. Son alibi tient la route. On est allé au cinéma et on a visionné les bandes de vidéosurveillance. On le voyait effectivement sortir de l'établissement à la fin du film. Il m'a dit qu'il ne savait pas qu'elle devait passer le voir. Elle était jeune, belle, elle faisait des études. Qu'est-ce qui lui était arrivé? Où pouvait-elle être? Elle n'avait pas pu s'évaporer comme ça dans la nature. Quand on discutait avec sa famille, on comprenait qu'elle ne pouvait pas avoir fait une fugue pour changer de vie. La police découvre alors deux éléments troublants. Jessica était peut-être enceinte. À l'époque, Jessica pensait qu'elle était peut-être enceinte. Elle avait pris un test de grossesse chez une de ses amies. Elle lui avait dit, ainsi qu'à sa mère, qu'elle était enceinte. On n'a jamais pu déterminer si elle était réellement enceinte ou pas. Ça fait partie des grandes inconnues dans cette affaire. On nous a dit qu'elle était enceinte. C'est ce que nous ont raconté sa colocataire et certains de ses collègues de travail. Jessica O'Grady, une jeune fille de 19 ans, a disparu. Peu après, sa voiture est retrouvée près du restaurant où elle travaillait. A-t-elle fugué ou a-t-elle été kidnappée? Les enlèvements criminels d'enfants et de jeunes femmes sont un fléau aux États-Unis. D'ailleurs, la police n'ignore pas que si les personnes disparues ne sont pas retrouvées dans les 3 heures, 74% d'entre elles risquent d'être tuées par leurs ravisseurs. La rapidité d'intervention est donc la priorité des enquêteurs. Mais Jessica était-elle enceinte de son petit ami? Aucun de ses proches ne peut l'affirmer. Si c'était le cas, un espoir de la retrouver en vie subsisterait, car elle aurait pu s'isoler quelque part pour réfléchir à sa situation et faire un choix. Mais tandis que les policiers s'activent fébrilement, une nouvelle information réoriente l'enquête. Jessica aurait eu un autre petit ami répondant au prénom de Chris. Si le premier se trouvait au cinéma la nuit de sa disparition, où était le second? Avait-il rendez-vous avec elle? Est-il impliqué dans un drame éventuel? Je vais passer voir Chris. De quel Chris parlait-elle? Avec lequel de ses 2 petits amis avait-elle rendez-vous? Lorsque les enquêteurs apprennent que Jessica était enceinte, ils se disent qu'elle a peut-être pris la fuite. Mais les jours passent et ils n'ont toujours aucune nouvelle d'elle. Elle n'avait pris aucun vêtement avec elle, aucune affaire personnelle, pas de trousse de toilette, rien. Il n'y avait aucun signe d'activité sur ses relevés de téléphone et de carte bancaire. Elle n'avait eu aucun contact avec ses amis alors qu'elle les appelait tous les jours, ni aucun contact avec sa tante qu'elle appelait aussi quotidiennement. La dernière fois que Jessica a été vue, il était 23h30. Elle a dit à ses amis qu'elle allait chez son petit ami, Chris. 1 heure plus tard, à minuit 29, elle envoie un texto à une amie. Plus de shenanigans pour Jessica. On savait que c'était un message d'elle parce que shenanigan, c'était son code pour dire sexe. Qu'est-ce que ça voulait dire exactement? Je ne sais pas. En tout cas, c'est le dernier message que ses amis ont reçu d'elle. Les enquêteurs veulent savoir d'où ce message a été envoyé. Pour cela, il leur suffit de localiser l'antenne relais qui a été utilisée.
Certaines compagnies de téléphonie mobile ne conservent les textos que pendant 24 heures, voire moins. Et on n'a jamais pu récupérer le relevé des SMS. Les enquêteurs cherchent ensuite à identifier ce mystérieux Chris. Les amis de Jessica pensent qu'il s'agit de son petit ami, Chris Edwards. Mais il prétend qu'il ne l'a pas vu ce soir-là, parce qu'il était au cinéma avec des amis. Il a bien un ticket d'entrée et il a été vu là-bas par plusieurs témoins. L'autre Chris que Jessica connaissait s'appelle Chris Ryan. Ils étaient sortis ensemble quelques mois plus tôt. Chris avait un passé judiciaire comme délinquant sexuel. Forcément, ça nous a tout de suite mis la puce à l'oreille. Il a fait 2 ans et demi de prison et il a été libéré 20 mois auparavant. Mais lui aussi a un alibi. Que ce soit au niveau des relevés téléphoniques de son ordinateur ou de ses amis, il n'y avait aucune preuve qu'elle avait été en contact avec ce Chris pendant les semaines précédentes. L'enquête est au point mort, jusqu'à ce que les policiers découvrent que Chris Edwards trompait Jessica. Et que l'une de ses conquêtes, Michelle, était elle aussi enceinte. Chacune connaissait l'existence de l'autre. Elles avaient travaillé dans le même restaurant. Mais Edwards leur mentait à toutes les deux. Chris racontait des mensonges aux 2 jeunes femmes. À l'une, il disait qu'il tenait à elle et qu'il voulait avoir un bébé avec elle. Et à Jessica, il disait que son aventure avec l'autre, c'était juste pour prendre du bon temps. Les enquêteurs apprennent également que Jessica avait dit à Chris qu'elle était enceinte de lui et qu'elle avait l'intention de garder l'enfant. Ça n'avait pas l'air d'être un problème pour elle. Elle semblait plutôt optimiste. Quand elle a appris qu'elle était enceinte, elle a acheté des vitamines pour femmes enceintes. Le genre de choses qu'on achète quand on va avoir un bébé. Ce qui prouve qu'elle avait bien l'intention de garder l'enfant. Les enquêteurs décident alors de réinterroger Chris Edwards. Et pendant son interrogatoire, ils remarquent quelque chose de troublant. Bizarrement, il a parlé de Jessica à la fois au présent et au passé. Ça nous a interpellés. Chris Edwards vit dans le sous-sol de la maison de sa tante, dans la banlieue d'Omaha. Sa chambre a une entrée indépendante, de façon à ce qu'il puisse aller et venir comme bon lui semble. Lorsque les policiers viennent l'interroger, il les invite à entrer. C'était juste une visite comme ça. À ce stade, il n'était pas suspecté. Il voulait juste discuter un peu avec lui. Ils lui demandent s'ils peuvent jeter un coup d'œil à l'intérieur. Ils lui ont demandé s'il y avait une partie de la maison où il ne pouvait pas aller. Il a répondu qu'il préférait qu'on ne touche pas à son lit et à son matériel de camping. Ça leur a tout de suite mis la puce à l'oreille. Ils ont voulu savoir ce qu'il cachait. Les enquêteurs demandent à Chris où il se trouvait le soir de la disparition de Jessica. Il leur répond de nouveau qu'il était au cinéma avec des amis. Ils découvrent également que le lendemain de la disparition de Jessica, Chris Edwards a fait des achats plutôt inhabituels dans un magasin. Quelqu'un, vraisemblablement Chris, a acheté 3 articles dans ce magasin. De la gouache, du cirage blanc et du correcteur. Le blanco qu'on utilise pour effacer les ratures. Sur les images de vidéosurveillance du magasin, on voit clairement que c'est bien Chris Edwards qui a fait ses achats et pas quelqu'un d'autre qui aurait utilisé sa carte bleue. Dans sa chambre, les enquêteurs remarquent que la peinture blanche du mur n'est pas uniforme. En regardant d'un peu plus près, ils découvrent des petites taches sous la peinture. En fait, le plafond est plein de sang. Chris Edwards entretenait une liaison amoureuse avec 2 jeunes filles en même temps. Et toutes les 2 ont été enceintes de ses œuvres. Acculé à faire un choix, comment le garçon a-t-il réagi? La nature des achats qu'il a effectués et l'inspection de la chambre qu'il occupe mettent en alerte les policiers, d'autant que de petites taches de sang semblent avoir été dissimulées sous une couche de peinture et de cirage. Il y avait plein de taches de sang.
Et on voyait qu'il avait essayé de les dissimuler. Avant qu'il monte à l'étage, ils lui ont fait remarquer qu'il y avait du sang. Il leur a répondu qu'il s'était coupé le doigt. Il y avait au moins 7 traces d'éclaboussure. En réalité, il y en avait 6, plus une projection qui correspondait au premier coup porté. On avait passé de la peinture et du cirage blanc sur les taches pour les dissimuler. Mais il y avait tellement de sang qu'il aurait fallu passer plusieurs couches sur le mur et le plafond pour les recouvrir complètement. Cette information vient aux oreilles des journalistes de la chaîne locale. Une fouille de la maison est retransmise en direct. Quelqu'un nous a laissé entendre que la police scientifique allait fouiller la maison. On voyait les techniciens travailler. Ils examinaient le garage avec des lumières spéciales qu'on utilise avec le luminol, ce genre de choses. J'ai reçu au moins 15 coups de téléphone. Tout le monde était là. T'as vu ça? T'étais au courant? Les enquêteurs retournent le matelas d'Edwards et découvrent une énorme tache de sang. Elle avait traversé le matelas. Et elle devait faire environ 1 mètre carré. Je crois qu'il a dit que c'était du sang menstruel. Quand je l'ai vu, je me suis dit non. Il s'était passé quelque chose. Et quelqu'un n'y avait pas survécu. D'autres preuves sont retrouvées dans la maison. Le garage était une vraie mine d'or. Dans le coffre de sa voiture, on a trouvé des taches de sang transférées. Et au pied de la banquette arrière, il y avait des cisailles. Les policiers trouvent également une pelle sale à l'arrière de la voiture, mais les analyses ne permettent pas de déterminer d'où provient la terre qui est dessus. On a trouvé de l'herbe sur la pelle. On a procédé à des analyses et apparemment c'était le type d'herbe qu'on trouve sur les terrains de golf. Le matelas de Chris Edwards ainsi qu'un morceau de son plafond sont envoyés au laboratoire médico-légal pour analyse. Mais il ne sera pas facile de déterminer si le sang est celui de Jessica, car les enquêteurs ne disposent pas de son profil ADN. La brigade canine et plus de 150 volontaires passent les environs au peigne fin pour tenter de retrouver son corps. Mais le Nebraska est une région si vaste que cela équivaut à chercher une aiguille dans une motte de foin. C'est un grand mystère. Qu'est-ce qu'il a fait du corps? Pour pouvoir identifier le sang retrouvé dans la chambre de Chris Edwards, les experts ont besoin de l'empreinte génétique de Jessica. Mais son corps n'ayant pas été retrouvé, ils ne disposent pas de son ADN. Nous avons pu établir le profil ADN de Jessica O'Grady à partir de ses effets personnels. On a fait des prélèvements sur sa brosse à dents, son peigne, un rasoir qu'elle avait utilisé et sur des sous-vêtements. Et on a pu comparer les deux ADN. L'ADN retrouvé dans la chambre de Chris Edwards est bien celui de Jessica. Quand je l'ai dit à ma fille, elle s'est mise à pleurer. Mais les enfants ont une capacité de résistance incroyable. Tout de suite après, elle m'a dit « Ne t'inquiète pas, maman ». Je lui ai demandé pourquoi elle me disait ça et elle m'a répondu « Jessica est un ange maintenant. Et elle est près de nous. » Il faut maintenant déterminer quelle est l'arme du crime. D'après la forme des taches de sang retrouvées sur les lieux, il s'agirait d'un grand couteau. Les enquêteurs n'ont rien trouvé qui ressemblait à une telle arme la première fois qu'ils ont fouillé le domicile de Chris Edwards. Mais quand ils perquisitionnent les lieux une seconde fois, quelques jours plus tard, ils trouvent une boîte contenant 2 sabres avec une lame de 45 cm. Est-ce qu'il les avait cachés quelque part quand il a appris que la police allait perquisitionner chez lui et qu'il les a remis ensuite dans sa penderie? C'est tout à fait possible. Je me suis dit, c'est pas possible, il est stupide. Si c'était effectivement les armes du crime, je ne pouvais pas croire qu'il les ait ramenées. Ou peut-être qu'il ne pensait pas qu'on reviendrait fouiller chez lui. Les armes en question sont des sabres taille, souvent utilisés dans les représentations d'arts martiaux. Ils pourraient être à l'origine des petites traces de sang projetées dans la chambre de Chris.
Le soir, aux informations, ils ont montré à quoi ressemblaient ces sabres taille. J'en ai eu mal au ventre. Je n'étais pas préparée à ça. Un couteau, une arme à feu, ce genre de choses, oui. Mais là, c'était carrément un sabre. Les sabres ont été nettoyés, mais les scientifiques trouvent des traces de sang humain sur l'un d'entre eux. Un échantillon est envoyé au laboratoire pour analyse. Il s'agit bien du sang de Jessica. Les cellules cutanées retrouvées sur le manche permettent également d'isoler un profil ADN, celui de Chris Edwards. Avant que l'ADN ne joue un rôle prépondérant dans l'établissement de preuves matérielles, l'analyse du sang a contribué à la résolution de nombreuses affaires criminelles. Au début du XXe siècle, il est déjà possible de différencier le sang humain du sang animal ou d'autres traces, les taches de sang pouvant par ailleurs conserver leurs propriétés pendant de nombreuses années. Par la suite, la sérologie a permis d'exclure des suspects. En réagissant au fer contenu dans l'hémoglobine, le luminol fait apparaître les traces par fluorescence dans l'obscurité. Ainsi même lavé à grandes eaux, le sang devient visible sur une scène de crime. Enfin, en 2003, Philippe Esperanza, un expert français de l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie, améliore le procédé en mettant au point une nouvelle substance, le Blue Star, capable de révéler d'infimes éclaboussures sanguines. Dans notre affaire, des échantillons de sang de Jessica O'Grady, trouvés dans la chambre, ainsi que sur les manches et les lames des sabres de Chris Edwards, constituent des preuves accablantes. Je n'ai réalisé que quand on a reçu les résultats des tests. Quand on a su qu'il y avait l'ADN de Jessica sur la lame et celui de Chris sur le manche, c'était le jackpot. Chris Edwards est inculpé de meurtre, mais il continue de nier les faits. Beaucoup de gens continuent de nier les faits jusqu'au bout, même lorsque les preuves sont accablantes. C'est comme ça. Il fallait encore prouver que Jessica était morte et qu'elle n'avait pas simplement disparu. Logiquement, on s'est donc rabattu sur le matelas et les éclaboussures de sang. Et à cause de la quantité de sang retrouvé, on savait que la personne qui avait perdu ce sang ne pouvait pas être en vie. Il y en avait trop. Le procureur pense que Chris Edwards ne tenait pas vraiment à Jessica O'Grady et qu'il était contrarié par sa grossesse. Au début, quand Jessica lui a annoncé qu'elle était enceinte, il était très en colère. Ils se sont disputés. Et apparemment, il avait fini par digérer la nouvelle. Et ils devaient se voir pour en parler. D'après les amis de Jessica, elle n'avait pas l'intention de se faire avorter. Mais Michelle, l'autre petite amie de Chris Edwards, était elle aussi enceinte. Et visiblement, il tenait plus à elle qu'à Jessica. Il était amoureux d'elle. Il voulait l'épouser. On ne connaissait pas la nature exacte de sa relation avec Michelle. Mais une chose est sûre, il sortait avec Jessica O'Grady en même temps. Et c'était devenu un problème pour lui. Le soir du meurtre, le procureur pense que Jessica et Edwards se sont envoyés des textos pour se fixer rendez-vous vers minuit. Jessica annonce à ses amis qu'elle va se rendre chez Chris. Même si Chris était au cinéma avec ses amis ce soir-là, il avait largement le temps de rentrer ensuite vers minuit pour voir Jessica. Personne ne sait ce qu'ils se sont dit exactement, mais selon toute vraisemblance, ils ont discuté de leur relation. Selon les amis de Jessica, celle-ci était au courant que Michelle était aussi enceinte. Et Michelle, elle le garde, elle? C'est pas la question. Et ils ont certainement dû parler ensemble de sa grossesse à elle. Edwards a compris que, quel que soit son choix, il allait devoir assumer 2 enfants. À minuit 29, l'ami de Jessica reçoit un texto. Plus de shenanigans pour Jessica. Un code pour dire « pas de sexe ce soir ».
Les éclaboussures de sang sur le mur et le plafond prouvent que Chris a frappé Jessica au moins 7 fois avec le sabre, alors qu'elle était allongée sur son lit. D'après les traces de sang, il a ensuite mis son corps dans le coffre de sa voiture, mais personne ne sait où il est allé ensuite. Plus tard, il a laissé la voiture de Jessica sur le parking du restaurant où ils travaillaient tous les deux. Il a essayé de nettoyer le sang dans sa chambre, mais il y en avait beaucoup trop. Il a essayé de les recouvrir, mais il a finalement laissé tomber. Normalement, quand on tue quelqu'un, on essaie de ne laisser aucune trace. Mais il ne l'a pas fait, ce qui a considérablement simplifié notre travail. Le juge promet à Edwards une peine moins sévère s'il révèle où est le corps de Jessica, mais il refuse de parler. D'un point de vue humain, on veut retrouver le corps pour sa famille. Ce sont des gens bien, ils sont bouleversés. Ils ont besoin qu'on leur rende le corps. Edwards est reconnu coupable d'homicide volontaire et condamné à 100 ans de prison. Vous voulez dire quelque chose à Christopher Edwards? Oui, je voudrais lui dire que c'est fini maintenant. Alors s'il vous plaît, dites-nous où elle est. On mérite au moins ça. Ça fait 10 mois que nous souffrons. Nous avons le droit de savoir et de lui donner la sépulture décente qu'elle mérite. Le corps n'a toujours pas été retrouvé. Cette affaire est la première du genre dans toute l'histoire du Nebraska. Sans le travail des experts médico-légaux, il n'aurait jamais été arrêté. C'était une jeune fille amoureuse, prête à tout pour sauver son couple. Et voilà où ça l'a menée. Il ne se passe pas un mois sans que je me dise où est-ce qu'elle est, où est-ce que son corps pourrait être. Les preuves nous ont permis de savoir ce qu'il s'était passé. C'est aussi simple que ça. Elles ont parlé à sa place. Son corps ne nous aurait pas permis de le faire, mais les éclaboussures de sang, oui. Dans cette affaire, les 3 protagonistes du trio amoureux ont eu leur vie gâchée à cause de l'inconsistance et de la couardise d'un garçon. Jessica O'Grady, bien sûr, est la principale victime. Chris Edwards, ensuite, a été condamné à passer le reste de ses jours derrière les barreaux. Et puis Michelle, l'autre petit ami du meurtrier. En dépit de nos recherches, nous n'avons pas réussi à savoir si elle avait ou non gardé son enfant. En 2007, les avocats de Chris Edwards ont fait appel du jugement, arguant qu'en l'absence du corps de Jessica, un doute raisonnable subsistait sur sa culpabilité. Cet argument et l'appel ont été rejetés. La volonté d'Edwards de refuser de révéler l'endroit où il avait dissimulé la dépouille de la jeune fille constituait aux yeux du juge une circonstance aggravante puisqu'elle empêchait la famille de faire son deuil. Eh bien, c'est sur ce triste bilan que s'achève cette émission. Je vous remercie de l'avoir suivi en ma compagnie et vous donne rendez-vous prochainement sur cette antenne pour un nouvel épisode des Enquêtes impossibles.